préciser cela. On va enregistrer le webinaire et ça démarre là. Tout simplement parce que pour ceux qui n'auraient et celles qui n'auraient pas eu l'occasion d'assister à cette rencontre, elle sera disponible en rediffusion dans les jours qui viennent sur le site de l'ARS, mais on vous expliquera comment et à quel moment tout à l'heure. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, Dorothée Gerbeau, donc, je suis ingénieure sanitaire à la cellule régionale expertise d'animation de l'ARS Nouvelle-Aquitaine. Et voilà, je vais commencer donc cette présentation par voilà, vous représenter, oui, les enjeux réglementaires par rapport au PGSSE. Donc, le PGSSE, eh bien, c'est une approche d'évaluation des risques et de gestion préventive en couvrant toutes les étapes de l'approvisionnement en eau, de la masse d'eau au robinet du consommateur. Alors, pour l'Organisation mondiale de la santé, c'est le moyen le plus efficace pour garantir en permanence, et j'insiste bien sur le terme en permanence, la sécurité sanitaire de l'approvisionnement en eau de boisson qui a la confiance des consommateurs. Alors, comment? Eh bien, grâce à la mise en place de multibarrières sanitaires pertinentes et efficaces pour diminuer l'exposition des consommateurs associée à une démarche, une démarche qualité d'amélioration continue, donc qui permet eh bien, de prévoir, de faire, d'améliorer et de vérifier. Alors, par transposition en droit français de la directive européenne de 2020, l'instauration des PGSSE devient une obligation réglementaire. Donc, en termes de délai d'application, l'arrêté ministériel donc, précise que les PGSSE qui sont liés à la zone de captage doivent être élaborés et adoptés avant le 12 juillet 2027. Les PGSSE qui sont liés à la production et à la distribution doivent être élaborés et adoptés avant le 12 janvier 2029. L'arrêté ministériel précise également qu'une information sur l'élaboration ou la révision du plan de gestion sécurité sanitaire de l'eau devra être transmise à l'ARS au plus tard au 1er avril 2027, puis avant le 1er avril de chaque année. Donc, les UDI desservant moins de 10 mètres cubes jour ou moins de 50 habitants sont, quant à elles, exemptées de PGSSE. La diapositive suivante. Ça ne défile pas, excusez-moi. Pardon, ça ne défilait pas chez moi, excusez-moi. Donc, c'est bien la PRPDE qui est l'acteur clé des PGSSE. La démarche PGSSE doit être menée sous la maîtrise d'ouvrage de la collectivité. C'est elle qui en a la responsabilité. Elle a l'obligation d'élaborer, de mettre en œuvre, d'évaluer et de mettre à jour les PGSSE sur son territoire de compétence. Ce qui peut, dans certains cas, représenter donc tout ou partie de la chaîne de production et de distribution. L'implication forte de la PRPDE doit permettre de garantir la continuité et la pérennité dans le temps de la démarche PGSSE, notamment en cas d'évolution de mode de gestion, et permettre de planifier les investissements éventuels nécessaires pour garantir en permanence la sécurité sanitaire de l'eau distribuée. Donc, même si la réglementation précise 2 échéances, on les a rappelées précédemment, et elle scinde donc les deux volets, elle scinde en 2 volets, donc le volet ressources et le volet production-distribution. C'est la vision systémique de l'alimentation en eau potable de la zone de captage au robinet du consommateur qui est à adopter. Alors, concernant la zone de captage, l'aire d'alimentation de captage et l'aire d'alimentation et le périmètre à prendre en compte de principe. Mais pour les captages qui sont dits non dégradés, l'emprise des périmètres de protection peut être considérée. Pour les captages dégradés, là, c'est uniquement l'aire d'alimentation qui est à retenir dans l'élaboration des PGSSE. La diapositive suivante, merci.
Donc, le rôle de chacun. Donc, comme il a déjà été dit, le pilotage revient à la paire PDE compétente. En cas de délégation de service ou de prestation de service, l'implication de l'exploitant est tout à fait nécessaire. La PRP2 pourra être appuyée, si elle le souhaite, d'un bureau d'études, mais qui ne peut en aucun cas remplacer le rôle et l'implication de la PRPDE dans l'élaboration du PGSSE. Un PGSSE, il n'est jamais terminé et la PRPDE est garante de la vie de son PGSSE. Donc, l'ARS a pour rôle de promouvoir, de sensibiliser et d'accompagner les PRPDE. En Nouvelle-Aquitaine, le directeur général de l'ARS a souhaité un accompagnement fort. C'est pourquoi donc, des actions en faveur du déploiement des PGSSE ont été inscrites au plan régional santé-environnement 4 à destination donc, des PRPDE et de leurs équipes techniques. L'ADREAL promeut et sensibilise les PRPDE au PGSSE ressources des captages dégradés au travers de la stratégie régionale État. Elle assure le suivi régional pour ce type de captage. Sur les territoires, les DDT ou les DDTM vont accompagner les PRPDE dans la délimitation des aires d'alimentation de captage, dans la définition et la mise en œuvre des PGSSE ressources pour les captages dégradés. Ces deux acteurs s'impliquent sur la démarche sur la démarche multipartenariale du programme ressources pour les captages concernés. Et les agences de l'eau, qui sont présentes avec nous aussi aujourd'hui, eh bien, apportent leur soutien sur les volets méthodologiques et financiers pour l'élaboration des PGSSE et orientent les actions en faveur de l'alimentation de la qualité de l'eau. Donc, concernant les actions qui ont été inscrites au PRSE4, donc deux grandes orientations, une en faveur du développement de réseaux de coordination qui représentent un levier en faveur des PGSSE afin d'engager donc l'ensemble des PRPDE dans la démarche et permettre le pilotage et le suivi du déploiement, et des actions autour de l'accompagnement via donc la mise à disposition d'outils et il y a aussi un dispositif de formation, on vous détaillera donc un peu plus tard, autour de thématiques permettant donc d'ancrer les PGSSE dans des réalités concrètes, incluant par exemple les risques émergents. Donc, on a tous un objectif, et l'objectif phare est de couvrir toute la population néo-aquitaine, donc d'un PGSSE. On ne vous entend pas, Monsieur Goussard? Excusez-moi, voilà. Donc merci beaucoup Madame Gerbeau. Donc il y avait un instant une question dans la boîte de dialogue sur les captages dégradés, sensibles, prioritaires. Ben, c'est justement un point qu'on aborde maintenant avec Madame Scarcy de l'Adréal de Nouvelle-Aquitaine qui va faire ce point, toujours dans cette perspective de cadrage et de mise en place, de déploiement des PGSSE. Je vous laisse la parole, Madame Scarcy. Merci. Bonjour à tous. Donc du coup, effectivement, au niveau du ministère chargé de l'Environnement, on est plus particulièrement chargé de travailler sur les captages dégradés. Et donc, pour ces captages dégradés, il y a des obligations particulières pour les PRPDE, pour leur PGSSE. Alors, avant de rentrer dans le détail, une précision qui est importante, c'est que pour l'instant, les choses ne sont pas complètement calées sur quels sont les captages dégradés auxquels s'appliqueront ces obligations particulières sur les PGSSE. Effectivement, en fait, ces captages dégradés, ils sont en cours de définition dans le cadre de la feuille de route, du plan eau et de la feuille de route nationale sur les captages qui a été lancée l'année dernière par la ministre chargée de l'Environnement et qui sont toujours en cours de discussion. Les dernières avancées sont que les définitions devraient voir le jour dans la loi d'urgence agricole qui est en cours de discussion au Parlement et qui mérite après des décrets d'application.
Donc ça veut dire que pour l'instant, on n'a ni la définition des captages dégradés qui est stabilisée, ni le cadre réglementaire dans lequel elle va s'appliquer, ni le vocabulaire. Puisqu'on vous a longtemps parlé des points de prélèvement sensibles, et dans le projet qui encadrerait, qui définirait ces captages dégradés, qui nommerait ces captages dégradés. Et en fait, cette notion de point de prélèvement sensible, il est proposé de la supprimer dans le cadre du projet de loi d'urgence agricole en cours de discussion. Donc en fait, tout ce que je vais vous dire aujourd'hui, c'est à penser au regard du fait qu'on a beaucoup d'incertitudes encore sur les captages qui seront concernés. Donc en fait, pour ces captages dégradés, qu'est-ce qui change? Donc Dorothée l'a déjà évoqué. La première chose qui change, c'est que le PGSSE devra se faire à l'échelle de l'aire d'alimentation de captage. Les périmètres de protection ne suffiront pas. La deuxième chose, c'est qu'il y aura une obligation de contribution à la gestion et la préservation de la ressource en eau pour la PRPDE. Et la troisième chose, c'est que le PGSSE, il devrait obligatoirement y avoir un PGSSE ressources à l'échelle de l'AAC pour ces captages dégradés. Et ce que dit et donc ça sera à faire d'ici la fin de l'année 2027. Pour l'instant, c'est toujours ce qui est prévu. On verra si le décalage dans la définition des captages dégradés entraîne un changement de calendrier. On peut passer à la diapo suivante, du coup. Donc, du coup, en fait, dans l'attente de la définition des captages dégradés au niveau national, en Nouvelle-Aquitaine, pour l'instant, on travaille sur les captages prioritaires et sensibles dans le cadre des stages 2022-2027, identifiés dans le cadre des stages 2022-2027. Donc, pour les captages prioritaires, en fait, quasiment tous les captages prioritaires de Nouvelle-Aquitaine actifs sont dotés d'un programme d'action. Ce programme d'action, que vous portez au niveau des PRPDE, ils sont inscrits dans la démarche ressources. Et dans ce cadre-là, vous êtes accompagné à la fois par la cellule ressources, les agences de l'eau et les DDT et les services de l'État dans la région pour mettre en place ces programmes d'action. Dans le cadre de la nouvelle convention ressources étendue à quelques captages sensibles, et c'est en cours, il y en a déjà un qui est déjà intégré et plusieurs qui sont en cours d'intégration dans la démarche multipartenariale ressources. Et quand on aura la définition des captages dégradés, pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça va se passer, puisqu'on n'a pas une idée de la volumétrie de ces captages. Il y a des chances que ce soit plus important que les captages prioritaires et sensibles qu'on a jusqu'à présent. Et donc, du coup, que les services de l'État puissent pas vous accompagner sur le déploiement de tous les programmes d'action, de tous les PGSSE ressources. Mais donc, on en reparlera quand ça sera défini. Ce qui est prévu au niveau national, c'est qu'il y a un guide opérationnel qui accompagne le paquet législatif et réglementaire et qui permettent d'aider en fait tous les acteurs, voilà, que ce soit les PRPDE, les services de l'État ou les financeurs notamment, pour savoir comment dimensionner son PGSSE ressources en fonction des enjeux du captage et des enjeux, oui, des enjeux du captage. Et du coup, ce guide pourra aider effectivement à que chaque acteur puisse être plus efficace dans son action dans l'appui qu'il pourra recevoir. Voilà, merci. Merci beaucoup.
Donc voilà, premier temps pour poser le cadre, vous rappelez le cadre réglementaire, les dispositifs et dispositions qui guident l'élaboration et qui encadrent l'élaboration des PGSSE. Et on peut entrer maintenant dans une deuxième partie qui est finalement dédiée à la manière dont on conduit et dont on réussit un PGSSE. Alors pour cela, je vais redonner la parole à Madame Gerbaud. On aura ensuite quelques finalement retours d'expérience. Qu'est-ce que ça donne un PGSSE et qu'est-ce que ça peut donner? Et puis on parlera accompagnement, déploiement des PGSSE avec les agences de l'eau et on reprendra la parole après. Mais Madame Gerbaud, je vous laisse reprendre la parole. Oui, merci beaucoup. Donc, juste pour faire le focus sur l'objectif du PGSSE, donc l'ensemble des acteurs mobilisés autour des PGSSE, en fait, ils œuvrent vraiment pour un objectif commun, celui d'améliorer la qualité sanitaire de l'eau. Le PGSSE permet à l'acteur clé de la gestion de l'eau de ne plus subir, mais à tout moment et à toutes les étapes de la chaîne de production et distribution, d'être en anticipation et non en gestion, en optant donc pour une approche proactive et préventive, et non plus en appliquant une seule approche curative. Donc, cet objectif commun permet à chacun de satisfaire des objectifs qui leur sont propres. Donc, à savoir, pour les PRPDE, eh bien, le PGSSE, c'est une stratégie objectivée, une aide à la décision qui permet la légitimation de l'investissement. Pour les exploitants, le PGSSE permet permet un pilotage des installations optimisées, de valoriser les compétences nécessaires pour une exploitation efficiente et efficace dans une organisation qui est claire. Pour les usagers, eh bien, le PGSSE, eh bien, c'est la qualité de l'eau distribuée. Ça va renforcer aussi la confiance du consommateur et ça peut légitimiser aussi le prix de l'eau. Pour l'ARS, eh bien, le PGSSE, il œuvre pour le respect des exigences de qualité. Il garantit la maîtrise des risques et il permet de gérer les crises et la continuité de service. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, outre la fonction de document opérationnel, de fonctionnement et d'amélioration du système de production d'eau potable et de structuration interne, mais aussi externe, qui définit les interactions entre la PRPDE et les différents acteurs de l'eau, eh bien, le PGSSE, c'est un levier d'adaptation au changement climatique et à l'augmentation des phénomènes extrêmes, permettant donc la résilience des services et des territoires. Il permet également de réduire les inégalités territoriales en garantissant donc l'accès à tous et en permanence à une eau de qualité, aussi bien sur les aspects quantitatifs que qualitatifs. Et il permet également de limiter le risque de contentieux, de médiatisation et de judiciarisation. Donc, c'est un outil de valorisation qui garantit de façon pérenne donc, la sécurité sanitaire de l'eau. Tout ça, ça va être démontré. Donc, juste après, je vous laisse la parole, monsieur. Voilà, donc je reprends votre terme de démonstration, en tout cas d'illustration. C'est M. Bonilla qui va vous illustrer les démarches, les résultats que permettent d'obtenir les PGSSE à travers trois évocations. Et puis après, on passera à comment est-ce qu'on déploie, comment est-ce qu'on accompagne, comment est-ce qu'on construit un PGSSE. Mais déjà, M. Bonilla, je vous laisse la parole. Merci, M. Goussard. Vous m'entendez bien? C'est très bien. C'est parfait. Donc, pour ma part, effectivement, je vais vous relayer le témoignage de 3 collectivités du département des Pyrénées-Atlantiques qui ont engagé leur PGSSE depuis un certain temps maintenant. Et vous pourrez notamment percevoir au travers de ces retours que les perceptions peuvent être différentes selon les enjeux de ces différentes collectivités. Donc tout d'abord, il s'agit de la communauté d'agglomération Pays Basque, qui est une collectivité qui regroupe plus de 300 000 habitants
et qui est un territoire très hétérogène pour ce qui concerne l'eau potable, du fait de l'héritage de la fusion de presque 50 PRPDE, si je ne me trompe pas, qui exerçaient avant le transfert de compétences en 2018. Et le mode d'exploitation, qui est aussi l'héritage de cet ancien fonctionnement, est mixte, puisque le service public est géré, est exploité soit en régie, soit en DSP, selon le lieu. Alors, l'organisation de la distribution de cette collectivité s'effectue au travers en l'occurrence, 88 unités de distribution qui vont de quelques dizaines d'habitants à plusieurs dizaines de milliers d'habitants. Donc, c'est un contexte qui est assez compliqué. Donc, pour la CAPB, l'un des enjeux principaux, c'est de structurer la sécurité sanitaire sur l'ensemble de ce territoire très varié. Alors, avec quelques exemples de bénéfices, alors évidemment, ce n'est pas exhaustif, mais en tout cas, c'est ce qui ressort du témoignage du responsable qualité. Donc, en premier lieu, ça a permis un renforcement du partenariat avec les acteurs institutionnels que sont l'ARS, le département, l'agence de l'eau, la DDTM, parmi lesquels il y a déjà une certaine synergie autour des PGSSE. Et donc, ça renforce le lien entre la collectivité et ses acteurs institutionnels. Ça a permis une accélération du développement d'outils numériques pour notamment structurer et faciliter l'exploitation de toutes les infos relatives aux ouvrages. Une amélioration d'autosurveillance aussi, avec, en l'occurrence, une cotation qui peut s'appuyer sur des suivis analytiques et quantitatifs, donc qui est facilité, d'autant plus facilité. Un plan d'action structurant avec en particulier le cadrage des investissements par un contrat de progrès de l'agence de l'eau, auquel l'ARS aussi contribue, ce qui est une démarche assez innovante et intéressante. Le renforcement aussi des ressources humaines avec des recrutements et puis pour assurer l'animation, mais aussi tous les travaux de suivi. L'amélioration des connaissances aussi, avec déjà des travaux qui avaient été menés au moment du transfert de compétences, mais qu'il est nécessaire de poursuivre et d'approfondir. Et puis, une adaptation de ces plans d'action, et en particulier dans le cadre du contrat de progrès, avec l'intégration de nouveaux enjeux, et en l'occurrence, un nouveau plan sécheresse, et qui sera, dont les réflexions vont débuter assez prochainement. Et enfin, le PGSSE, pour ce qui concerne la communauté de Pays Basque, s'intègre dans un système de management qui est déjà en place et qui est certifié. Et donc, le lien avec le PGSSE et cette démarche qualité, c'est en particulier la mise en place d'une doctrine de sécurisation des sites, un lien avec le plan intercommunal de crise, où on a un volet AEP qui est mis en place. Et tout ça donc, fait l'objet d'une évaluation dans le cadre des revues annuelles auxquelles les partenaires institutionnels participent donc depuis maintenant un certain nombre d'années. Donc voilà pour le contexte de la communauté d'agglomération Pays Basque. L'autre témoignage, c'est celui de Pyréno. Pyréno, qui est un syndicat de production qui dessert plusieurs collectivités, donc deux syndicats, communauté de communes, communauté d'agglo, et qui représente ces collectivités qui distribuent représentent plus de 100 000 habitants, et l'exploitation se fait en délégation de service public. Donc pour Pyréno, en particulier, l'un des principaux enjeux, c'était notamment le renforcement des relations avec les distributeurs. Alors bien évidemment, la démarche PGSSE a permis une meilleure structuration de l'analyse des risques sur le périmètre du syndicat, qui, donc, en tant que syndicat de production, part de la ressource et jusqu'au point de livraison aux distributeurs. Ça a permis aussi de mieux prioriser les actions engagées, de privilégier l'anticipation plutôt que la réaction, et aussi de faciliter la planification des investissements. Et comme je disais préalablement, le PGSSE a permis de renforcer le lien avec les distributeurs. Et d'ailleurs, pour ce cas particulier, en fait, le PGSSE de Pyréno a été mené de manière mutualisée avec deux syndicats de distribution. Là aussi, c'est une approche qui est assez intéressante, puisque ça permet d'avoir finalement toute la chaîne de production-distribution qui a fait l'objet d'une étude conjointe. Donc, ce qui renforce d'autant plus les liens entre producteurs et distributeurs. Et pour le dernier témoignage, c'est une collectivité qui est d'une dimension plus modeste, puisqu'il s'agit d'un syndicat qui regroupe 4 communes pour à peu près 2100 habitants, et qui exploite le service public en régie.
Donc là, pour ce syndicat, c'était plutôt un objectif de renforcer, enfin d'optimiser l'exploitation et la sécurisation de la production et des installations. Donc ça a permis une mise en lumière des fragilités du syndicat, mais en fait c'est bien l'objectif du PGSSE, et surtout pour ce syndicat de sensibiliser les élus aux besoins et moyens d'investissement, et ça fait le lien avec ce que présentait Dorothée Gerbeau préalablement. Donc c'est assez, voilà, c'est assez pertinent pour ça. Donc ça a permis, en l'occurrence plus concrètement, de sécuriser l'approvisionnement par rapport à la ressource, une ressource unique, donc avec une instrumentation et un suivi du captage, mais aussi un besoin d'amélioration des connaissances, parce qu'on a un petit enjeu phyto-nitrate, mais qui n'est pas tel que le captage pourrait être considéré comme, enfin en tout cas, n'a a priori pour l'instant pas été considéré comme vulnérable, ou enfin, selon les différentes phases qu'on a pu connaître de captage sensible, vulnérable, etc. Donc on est sur des valeurs qui sont quand même en deçà, mais il y a quand même un petit marquage de pollution diffuse. Donc c'était pertinent il y avait besoin d'améliorer la connaissance, et du coup, il y a une étude en cours, qui a été terminée et qui a été menée sur l'échelle de l'aire d'alimentation du captage pour essayer de comprendre un peu les interactions avec les activités existantes au niveau de cette aire d'alimentation. Ensuite, des travaux d'amélioration, de protection du captage, de sécurisation des accès, et une optimisation de l'autosurveillance avec, en l'occurrence, un suivi de la désinfection et une télégestion du suivi des captages et puis de la désinfection. Et en fait, cette télégestion est externalisée. Alors ça, c'est une réponse finalement à un besoin de renforcement des ressources humaines, et le choix a été fait de l'externaliser, qui est une alternative au recrutement en l'occurrence. Donc voilà. Pour ce qui concerne ce syndicat, donc là on a trois témoignages différents de structures qui ont des profils différents, et qui sont qui permettent du coup de bien illustrer les bénéfices qu'ont apporté les PGSSE. J'en ai terminé. Merci beaucoup. On voulait évidemment poursuivre la présentation et les échanges qui viendront par une partie concernant l'accompagnement, les dispositifs et modalités de soutien des PRPDE à l'élaboration de leur PGSSE. On a rappelé le cadre, on a illustré, M. Bonilla à l'instant, à l'aune de trois exemples, de trois retours d'expérience. Je vais laisser la parole maintenant aux agences de l'eau qui vont nous permettre d'entrer dans ce moment de comment, ou plutôt précisément, élaborer le PGSSE, avec quel accompagnement, avec quel soutien. Donc les agences de l'eau vont intervenir là, puis Madame Gerbeau reprendra la parole. Alors je crois que c'est Madame Labouroire d'abord. Oui, tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Donc Sophie Labouroire, moi j'interviens en tant que chargée d'intervention sur le département de la Charente. Alors le son est très mauvais, moi j'ai un écho. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Donc rapidement, moi je vais vous présenter un petit peu effectivement les modalités d'accompagnement de l'agence, notamment sur les études. L'agence est en capacité effectivement d'intervenir à hauteur de 70% de subventions pour ce qui concerne l'élaboration des PGSSE. Au niveau des conditions d'éligibilité, ce qui est exigé, c'est la prise en compte du changement climatique dans l'état des lieux du territoire et l'analyse de risque. Alors tout ça, c'est via la validation des CCTP par l'agence. Comme ça a pu être dit, le souhait, effectivement, c'est que cette PGSSE soit appropriée par les collectivités. Donc, en fait, nous donnant la possibilité à un accompagnement financier pour l'animation dès lors qu'elle est portée par la collectivité à hauteur de 70%. Voilà. Alors, concernant les problématiques de qualité, pour pouvoir effectivement identifier celles-ci, on ouvre aussi la possibilité d'un accompagnement financier sur les études AAC.
les études de connaissances, le tout effectivement à hauteur de 70% en subvention. La condition d'éligibilité, là, c'est la prise en compte de la compétence protection de la ressource par la collectivité. Et en ce qui concerne les actions qui peuvent être prises en compte, alors là, c'est très succinct, au niveau des acquisitions foncières, effectivement, il y a la possibilité d'un accompagnement à hauteur de 80%. Pour les travaux de protection, de potabilisation, ça peut aller de 30 à 50%. Les agences n'interviendront pas forcément financièrement sur l'ensemble des actions qui découleront de PGSSE. Tout ça, ça sera effectivement des choses qu'il faudra voir avec l'agence au moment où on sera suffisamment avancé sur ces procédures-là. Et concernant les conditions d'éligibilité, effectivement, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait un arrêté DUP qui ait été réalisé ou qui soit en cours, qu'il y ait la prise de compétences protection de la ressource, un prix minimal de 2 € par mètre cube TTC, mais ça, c'est uniquement sur la phase travaux, hein, et les renseignements dans la base de données CISPER. Voilà pour moi. Bonjour à tous et toutes, Jean-Philippe Pruot, donc de l'agence de l'eau Loire-Bretagne, chargé d'intervention petit cycle sur la partie Aix-Limousin couverte par cette agence de l'eau. Je rappelle que l'agence de l'eau Loire-Bretagne sur la région Nouvelle-Aquitaine couvre une partie des départements de Charente-Maritime, Corrèze, Creuse quasi intégralement, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne en partie. Voilà, donc sur l'agence de l'eau Loire-Bretagne, la question du PGSSE intègre l'enjeu d'une alimentation en eau potable de qualité et de quantité suffisante, qui est un enjeu fort pour l'agence, avec un sous-objectif de sécurisation de la distribution de l'eau potable. Nos administrateurs ont souhaité, face au défi du changement et du dérèglement climatique, que l'approche axée sur la gestion du risque soit renforcée par rapport au précédent programme. Cette sécurisation qui vise à prévenir des risques de rupture et de distribution causés par une détérioration de la qualité ou une insuffisance quantitative de la ressource, qu'elle apparaisse soit brusquement, comme en période de sécheresse qu'on a bien connu ces dernières années, ou plus progressivement dans le cas de pollution diffuse. Juste pour dire que cette sécurisation elle doit également aider les collectivités à mettre en place des stratégies complémentaires de renforcement de la résilience des territoires et qui vise aussi la sobriété des usages en lien avec le plan gouvernemental. Cette étude PGSSE pour la Bretagne, elle est aidée à hauteur de 50%, comme les schémas directeurs d'alimentation en eau potable et des conditions d'éligibilité, somme toute assez classiques. Pour ceux qui nous connaissent, avec un prix minimum de l'eau à 1 € du mètre cube hors taxe, hein, sur la base d'une facture de 120 mètres cubes, un engagement minimaliste par délibération de l'abandon de la tarification dégressive qu'on veut de moins en moins voir sur les territoires, et puis le renseignement de la base ISPA sur l'année précédente, et puis sur ces études, ça c'est important, le fait qu'elles ne sont finançables qu'auprès d'intercommunalités, syndicats ou communautés de communes, communautés d'agglo, communautés urbaines, les communes n'étant pas éligibles. Et puis sur la partie technique, on souhaite que cette démarche PGSSE s'inscrive dans le guide édité par l'ASTE, hein, l'Association française des professionnels de l'eau et de l'environnement, qui est un gage de qualité et de sérieux sur notre territoire national. Alors, si vous êtes une commune, vous allez me poser la question, évidemment, parce qu'il y en a encore beaucoup, qui ont en charge la question, la compétence de l'eau potable dans son entièreté, bien souvent. Il y a possibilité soit de s'appuyer sur son EPCI pour financer, et en groupement d'ailleurs c'est plus intéressant, les PGSSE, tout en associant quand même localement les acteurs de la compétence, de la gestion de la compétence, ou alors en transférant directement leurs compétences, si ce n'avait pas été fait évidemment, pour le PCI, soit un syndicat, soit une communauté de communes, et en cela l'agence de l'eau continuera à accompagner financièrement à l'aide à la restructuration et à la mise en place de missions d'appui pour assurer cette structuration de la maîtrise d'ouvrage. Sur la suite,
je l'ai dit sur la résilience et sur la sobriété, c'était une chose, mais il y a aussi un lien très fort, hein, comme pour Adour-Garonne, à la relation entre la protection de la ressource en amont et la sécurité et la gestion du risque en aval sur cette notion de PGSSE. L'Agence de l'eau Loire-Bretagne finance évidemment les études d'aire d'alimentation de captage uniquement sur les captages prioritaires et sensibles au titre du SDAGE Loire-Bretagne actuel et les études préalables aux révisions de DUP à hauteur de 50%. Entre parenthèses, les territoires où certains captages n'auraient pas fait l'objet de protection de la DUP, ça peut arriver, ne sont plus éligibles auprès de l'agence pour la première DUP. Et puis, on finance aussi le suivi de la qualité des eaux brutes en routine, à hauteur de 50% aussi. Et dans les actions de mise en œuvre des prescriptions de DUP ou des actions correctives dans les marges des DCE, on aide évidemment aussi l'acquisition foncière avec des objectifs environnementaux à 80% sur les territoires ruraux. Les indemnisations aussi à 45% aux territoires ruraux et s'il y a des changements de pratiques agricoles, on monte à 50%, quels que soient les territoires. Et les travaux dans PPI et PPR ont baissé fortement entre le 11e et le 12e programme, à 35% d'aide et 50% si il y a signature d'un accord de territoire avec un volet eau potable exigeant. Voilà pour ce qui est de l'Agence de l'eau, la Bretagne, la partie nord de la Nouvelle-Aquitaine. Merci. Merci beaucoup, Madame Gerbaud. Oui. Donc, je vais vous présenter un peu plus concrètement l'accompagnement que propose l'ARS, donc qui est accompagné par KPMG, qui voilà, on va vous proposer au PRPDE, donc sur la base d'un état des lieux qui a été réalisé à partir d'entretiens stratégiques qui est mené auprès de partenaires de l'ARS comme les partenaires présents aujourd'hui, l'ADREAL, les agences de l'eau, mais aussi auprès de 50 PRPDE et aussi à partir de données issues d'une large enquête qui a été envoyée donc à l'ensemble des PRPDE de la région. On vous propose donc une offre de formation et d'accompagnement sur mesure, adaptée donc à chaque territoire et aux attentes des PRPDE. Donc, cette offre, elle se décline avec plusieurs types de formats de formation à distance et en présentiel, des éléments de méthode et des manifestations autour de sujets spécifiques, des temps dédiés au retour d'expérience et aussi une plateforme de e-learning et des outils qui seront aussi mis à votre disposition. Dans chaque département seront organisées des réunions dans les toutes prochaines semaines, au cours desquelles le diagnostic territorial sera présenté. L'accompagnement des réseaux, lui, se structure autour de son outillage et d'une animation annuelle. Et pour les départements actuellement moins structurés, eh bien, des groupes de travail et un comité technique interinstitutionnel pourront être organisés. Donc, le détail des formations va vous être présenté donc, juste après, mais c'est le programme donc 2026 et il y aura un programme 2027 et 2028 qui va être élaboré et donc qui vous sera également proposé. Je vous redonne la main, Monsieur Gossard. Oui, donc c'est Lorraine qui va vous présenter le mode opératoire de tout cela. Je pense qu'on peut passer à la diapositive suivante. Exactement. Voilà. Est-ce que vous m'entendez correctement ? Oui, je crois que c'est bon. Donc effectivement, vous rappelez que c'est ce qui va se passer en 2026. On construira progressivement ce qui se passera dans les années suivantes, 2027-2028. Vous rappelez aussi, et Madame Gerbaud le précisait, et c'est important, que ce programme il a été construit sur la base de ce que les PRPDE que nous rencontrions, que nous avons rencontrés ou que nous avons écoutés à travers le questionnaire auquel vous êtes un grand nombre à bien avoir voulu répondre, nous ont dit de vos besoins. Voilà. Donc je laisse Lorraine vous expliquer le mode opératoire de tout ça.
C'est ça, exactement. Bonjour à tous. Donc, pour vous présenter avec un peu plus de détails l'offre de formation 2026, donc, qui est proposée à destination de l'ensemble des PRPDE de la région. Il y a différentes briques de formation, d'accompagnement qui est proposée. Le premier, donc, c'est cette table ronde institutionnelle dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Comme on le disait au début de ce temps, elle est enregistrée et elle sera déposée sur le site de l'ARS dans la boîte à outils, qui sera donc disponible avant l'été, dès le début du mois de juin. Et donc, cette boîte à outils, je me permets de m'arrêter quelque peu là-dessus. Elle sera alimentée tout au long de la démarche en 2027, en 2026. En 2026, en 2027, en 2028, elle sera alimentée. L'objectif, c'est vraiment qu'elle puisse vivre. Et donc, au fur et à mesure des différents éléments qui seront produits, elle sera alimentée avec ceci. Donc, vous pourrez retrouver, je réponds à quelques questions que j'ai pu voir dans le chat, mais ce webinaire présent sur le site de l'ARS à cet effet. Ensuite, vous pourrez accéder à une plateforme de formation en ligne, une plateforme de e-learning qui est disponible pendant 1 an totalement gratuitement et dans lequel vous pourrez retrouver 15 modules de formation avec des capsules vidéo, avec des outils, avec différentes fiches techniques qui seront proposées. Et donc, vous pourrez accéder à ces différents modules en autonomie. L'objectif, c'est vraiment que vous puissiez vous saisir de cette plateforme de la manière qui vous semblera la plus adaptée. Il y a des quiz, il y a des attestations de réussite à la fin de chaque module. Donc ça, vous pourrez y accéder toute l'année. En complément de cette plateforme de e-learning en distanciel, il y a des ateliers méthodologiques pour vous accompagner dans la méthode du PGSSE qui seront organisés en distanciel entre le mois de mai et la fin du mois de septembre, avec une progressivité là aussi dans les ateliers qui sont déployés. Donc, vous les voyez affichés à l'écran. Un premier atelier sur le démarrage du PGSSE, bien démarrer, comprendre la démarche et s'organiser pour pouvoir finalement établir les prérequis avant de se lancer dans la démarche PGSSE. Le deuxième atelier pour identifier et évaluer les risques pas à pas. Et enfin, le troisième, agir, suivre, améliorer dans la durée. Donc finalement, finaliser le PGSSE et pouvoir l'actualiser au fil de l'eau. Donc ça, c'est des premiers ateliers en distanciel sur la méthode PGSSE. Parallèlement, il y a aussi des ateliers thématiques. Donc, pour l'année 2026, 2 thématiques ont été arrêtées. Donc, l'adaptation au changement climatique et les polluants émergents. Et donc, là aussi, vous voyez, il y a 2 sessions pour chacun de ces ateliers auxquels vous pourrez vous inscrire en distanciel. Enfin, dans certains départements seront organisées des formations en présentiel, des formations actions, où l'objectif, c'est de pouvoir accompagner les départements qui comptent un nombre très important de PRPDE et qui ont un niveau d'avancement dans la démarche PGSSE qui est encore à faire avancer. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir déployer sur site des temps de formation en complément de cette offre proposée en distanciel. Et enfin, à l'automne, seront organisés des temps de rétex, de retour d'expérience, pour pouvoir s'auto-alimenter entre PRPDE, pouvoir partager son expérience, pouvoir apprendre de celle des autres. Et donc, tout ceci sera organisé à l'automne. Donc ça, c'est vraiment le plan de formation 2026. En 2027, d'autres briques de formation seront proposées sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets, en fonction de vos retours aussi cette année. Donc nous, on sera vraiment extrêmement preneurs sur le fait de pouvoir recueillir tout au long de la démarche vos retours, vos propositions, pour pouvoir ajuster en 2027, décidément, et en 2028, l'offre de formation. Et comment accéder à l'ensemble de cette offre de formation et d'accompagnement? Dans les prochains jours, vous allez retrouver avec l'adresse mail à laquelle on vous a convié à ce temps un email dans lequel vous retrouverez le journal du PGSSE. Donc finalement, c'est le document que vous voyez apparaître sur la droite de l'écran. Et dans ce journal du PGSSE, vous allez retrouver une synthèse des différents éléments qu'on vous a présentés aujourd'hui d'une part, mais aussi le détail de cette offre de formation et des réseaux dont je vais dire un mot dans un instant et qu'a présenté Madame Gerbeau. Et vous retrouvez également un lien sur lequel cliquer qui vous renverra vers un questionnaire. Et dans ce questionnaire, vous pourrez indiquer votre intérêt pour différents modules, votre disponibilité sur les dates qui sont arrêtées. Et en fonction de cela, on vous transmettra les différents accès pour pouvoir bénéficier justement de cette offre de formation. Et j'insiste typiquement sur la plateforme d'accès en e-learning, la plateforme en ligne de formation
formation, vous pourrez tout de suite indiquer si vous souhaitez justement pouvoir bénéficier d'un accès et on vous ouvrira immédiatement les droits et vous retrouverez un accès pour pouvoir suivre dès à présent donc l'offre de formation en distanciel. Peut-être, mais évidemment, vous l'avez compris, c'est un bouquet d'offres en quelque sorte qui répond aux situations diverses dans lesquelles vous êtes, selon que vous avez commencé, selon que vous êtes en cours d'élaboration du PGSSE, selon que vous vous posez des questions de méthode ou au contraire des questions plus particulières. Et donc, on a offert ce bouquet-là. Il est à parcourir et Lorraine, vous le disiez, vous allez recevoir une proposition d'inscription à différents modules. Vous pouvez vous inscrire à tous, vous pouvez vous inscrire à certains. Vraiment, c'est en fonction de vos besoins. Et on a aussi varié les formes parce que effectivement, tout le monde n'a pas le même temps, tout le monde n'a pas les mêmes disponibilités. Donc, on a offert des séquences différentes à des jours différents et selon des formats différents, soit effectivement la plateforme de formation, soit des webinaires plus courts, soit et ce sera à vos soins de consolider, de compiler et de constituer finalement votre propre parcours. À toi, Lorraine. Très bien. Et donc, comment bénéficier de l'organisation en cours autour des réseaux? Donc, je reviens sur ce que présentait Madame Gerbeau tout à l'heure. Il y a des travaux qui ont été engagés aujourd'hui pour pouvoir travailler à la construction de réseaux dans les 12 départements de Nouvelle-Aquitaine autour justement de la question du PGSSE. Et donc, vous allez très prochainement être convié à une réunion territoriale qui répond aussi à justement les résultats qui sont ressortis du questionnaire auquel vous avez donc pour nombre d'entre vous participé avec ce besoin de bénéficier d'espaces d'échange inter-PRPDE dans le même département pour pouvoir s'outiller ensemble, travailler ensemble autour de la question du PGSSE. Et donc, l'objectif, c'est que cette réunion territoriale, elle marque finalement le lancement de cette construction de réseau, qu'on puisse vous restituer les principaux enseignements qui sont ressortis dans votre département dans le cadre de l'élaboration de ce diagnostic, de cet état des lieux, et de pouvoir ensuite collectivement construire le premier socle de ce réseau départemental en nous attachant à recueillir vos attentes vis-à-vis de ce réseau, des différents objectifs qui pourront lui être donnés. Et donc là-dessus, vous serez très très prochainement conviés à participer sur des temps qui, dans nombre de départements, se dérouleront donc en présentiel sur site. Et donc là-dessus, vous serez bientôt informés puisque ces réunions se tiendront avant l'été. Avant de vous laisser la parole dans le cadre de ce webinaire, tout au long de la démarche, il y a cette adresse mail avec laquelle justement on va vous solliciter pour l'envoi du journal du PGSSE, mais celle-ci, elle est disponible si vous avez la moindre question, la moindre remarque. Nous, on s'attachera à répondre à l'ensemble des sollicitations, donc n'hésitez pas à nous écrire à cette adresse sur l'offre d'accompagnement et de formation ou bien sur la construction des réseaux. Et donc, je vous propose justement que si vous avez déjà des questions, on puisse passer à cette volée, donc aux questions et aux réponses. Peut-être que vous pouvez, pour faciliter justement la circulation de la parole, lever la main dans la conversation et puis en fonction, on pourra passer le relais. Il y avait une première remarque dans la boîte de discussion concernant les sigles. On est allé très vite, effectivement, sur l'usage des sigles. On remettra et on mettra, c'était bien prévu, dans la boîte à outils, un rappel de ces différents termes, de ces différentes structures, dispositifs, pour que, effectivement, selon le moment et selon la connaissance que vous avez du sujet, je crois que la remarque disait, mais on est un certain nombre de nouveaux maires, on a besoin de mieux saisir ce qu'il y a derrière les sigles. Donc on rappellera bien évidemment cela. Voilà. Alors on va essayer de prendre les questions dans l'ordre. Je crois que Monsieur Trégnac, vous avez levé la main. Vous coupiez votre micro. Alors, Monsieur Bourdillon. Non plus.
Vos micros sont allumés. Madame Maero, Oui, bonjour. est-ce qu'on... Est-ce que vous Ah, m'entendez? voilà. Oui, on vous entend très bien. Super. Alors moi, j'ai une question qui n'est pas liée aux propositions de formation, d'information, de webinaire. C'est plus une question pour l'ARS, si c'est possible. Donc, je travaille pour plusieurs syndicats en Charente. Et vis-à-vis des dates réglementaires, la question était la suivante. Donc, on a commencé la démarche sur la phase 1 avec Charento. Et les différents syndicats ont choisi de suivre les phases 2 et 3 accompagnés donc, par des bureaux d'études, sachant que les syndicats sont vraiment à la manœuvre, hein, c'est un accompagnement. Mais vis-à-vis de ces dates réglementaires, si sur l'un des trois syndicats, il s'avérait que sur la première partie, c'est-à-dire la partie ressources, on n'est pas terminé les phases 2 et 3 parce qu'on aurait plus une logique de finir par secteur, c'est-à-dire vraiment du point de ressources jusqu'à les distributions. Comment serait pris cette méthodologie par l'ARS vis-à-vis de ces dates réglementaires? Excusez-moi, je n'ai pas bien compris qui vous étiez. Vous êtes un bureau d'études qui accompagne les PRPDE, c'est ça? Non, pas du tout. D'accord. Je suis une employée pour 5 syndicats d'eau potable en Charente. Oui. Donc, Donc, vous êtes attaché à Charento alors? non, alors Non plus. non, non plus. Mais ces 3 syndicats ont été accompagnés par Charento pour ce qu'on appelle la phase 1, donc l'état des lieux. Après, les 3 syndicats ont choisi de poursuivre la démarche en accompagnement par des bureaux d'études, car c'est un choix donc, des élus. Ma question était que notre méthodologie est plutôt de réaliser le PLGSSE d'une façon logique dans le sens de l'écoulement de l'eau, c'est-à-dire de la ressource jusqu'à la distribution au robinet, sachant qu'il y a quand même des dates réglementaires qui sont de dire que pour le PLGSSE, sur la partie ressources, ça devrait être terminé l'année prochaine et pour les suivants, l'année d'après. Donc, je voulais savoir si ça posait clairement un problème si en fait on avance, on est en plein dedans, on a commencé les groupes de travail, on y est, mais s'il s'avérait que sur un des secteurs, on n'est pas terminé parce que notre logique est de faire du début jusqu'à la fin. Oui, écoutez, voilà, je pense que la logique systémique, hein, c'est celle qui est recommandée effectivement. Donc, mais malgré cela, dans l'arrêté ministériel, on a cette scission hein, entre les deux, les PGSSE ressources et PGSSE distribution, production-distribution. Donc, effectivement, par rapport à votre question, il faudra qu'on évalue votre état d'avancement, la prise en compte de voilà, cette vision systémique du PGSSE. Voilà, c'est bien aussi pour ça hein, qu'on essaie voilà, de vous apporter tout cet accompagnement et tous ces échanges pour essayer de satisfaire aux limites réglementaires. Voilà. De toute façon, il y a ce lien avec les collègues sur les départements qui est fait et qui va permettre d'analyser au mieux chaque situation. Donc, on a effectivement ces dates réglementaires. On ne peut pas déroger à ces dates réglementaires, mais effectivement, en fonction de votre avancement, en fonction de la stratégie mise en œuvre, voilà, l'ARS vous apportera une réponse adaptée à votre situation. Mais voilà, il était important pour nous de vous rappeler ces dates et
de maintenir cette dynamique, si elle n'est pas, c'est cette dynamique autour des PGSSE. Donc voilà, on prendra bien en considération le travail déjà effectué, la stratégie développée, enfin mise en place sur le territoire, et voilà. Les collègues de département dans les dialogues de gestion avec les PRPDE apporteront donc tous les conseils nécessaires. Effectivement, hein, on a quand même ces dates réglementaires qu'il ne faut pas oublier. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Lebon, je crois, maintenant. Oui, Thibault bonjour, vous Lebon. m'entendez? Oui, très bien, bonjour. Bonjour, donc Thibault Lebon, je suis responsable d'exploitation à Mont-de-Haut-Aglo, donc à Mont-de-Marsan. Donc on gère 7 communes, dont 6 en direct et 1 en DSP. Et donc on a notre PGSSE qui est en place. Et tout à l'heure, vous évoquiez de transmettre à l'ARS l'état d'avancement avant le 1er avril de chaque année. Or, ma question, c'est que l'ARS est conviée chaque année au COPIL, donc du PGSSE. Est-ce que l'état d'avancement, le compte-rendu du COPIL suffit? Et ensuite, j'ai une autre question, c'est que, alors dans la mise en place du PGSSE, tous les 6 ans, il y a une mise à jour qui doit être faite. Et j'ai du mal à comprendre comment on doit faire cette mise à jour. Est-ce qu'un audit interne suffit? Est-ce qu'un audit externe est nécessaire? Est-ce que ça nécessite une revue complète du PGSSE, sachant que on est sur une amélioration continue, donc la mise à jour est faite quotidiennement, notamment sur l'analyse des risques. Voilà. Est-ce que vous pouvez répondre à ces 2 questions? Merci. Madame Alors, Gerbeau, je pense. oui, merci. Mais bon, je vois qu'il y a des collègues de département, s'ils ont aussi des compléments à apporter, surtout qu'ils ne se privent pas d'apporter ces compléments. Alors, concernant le compte-rendu du COPIL, alors effectivement, voilà, nous, ce qui est important, c'est de savoir dans quel, enfin, au 1er janvier 2020, au 1er avril, pardon, 2027, voilà, ce qui vous est demandé, c'est de nous fournir des informations. Alors, je dis bien des informations. Il n'y a pas de support particulier de préconisé, il n'y a pas de forme, il n'y a pas, voilà, mais juste une information sur votre état d'avancement, où vous en êtes, si vous avez justement bien démarré, pris en compte ces nouvelles exigences. Donc, la forme du compte-rendu du COPIL, pourquoi pas, voilà. Et si effectivement les collègues du territoire sont présents au COPIL, ils ont aussi déjà pas mal d'éléments, hein, mais il faut bien distinguer 2 choses. L'ARS est là en tant que une double casquette, hein, on va dire. Il est là en tant que accompagnant, animateur autour de ces PGSSE, mais on a aussi notre rôle de contrôleur, et le rôle de contrôleur, il est borné par le cadre réglementaire. Et donc, le cadre réglementaire nous demande voilà, de recueillir ces informations au 1er avril 2027. On n'est pas rigide sur la forme. Voilà. Donc, le compte-rendu que vous proposez me paraît tout à fait acceptable. Mais encore une fois, c'est plutôt mes collègues en département qui sont plus proches de vous, voilà, qui pourront un petit peu vous orienter, mais voilà, il n'y a pas de forme très précise et il n'y a pas d'attendu très précis, c'est une information. Concernant votre deuxième question, oui, sur la mise à jour, effectivement, c'est comme vous le dites, hein, c'est le PGSSE, enfin, ça se termine jamais. Il y a voilà, un besoin dès que vous avez comment dire, vous rencontrez un événement sur vos systèmes, eh bien, un besoin de réajustement, de mise à jour de votre PGSSE. Alors, on peut comprendre la mise à jour comme étant, voilà, il faut se dire qu'à un moment, et c'est sûr, il faut tout remettre dans ce PGSSE. On peut le comprendre
comprendre comme ça, mais si vous le faites au fil de l'eau, ben vous le faites au fil de l'eau. Et ce qui est important, voilà, c'est qu'on ait ces informations et que surtout, le plus important, c'est que vous preniez en considération, hein, vous intégrez bien hein, cette idée d'évaluation, enfin de continuité pardon, du PGSSE. Donc, dès qu'il y a un événement, dès que vous l'intégrez dans ce PGSSE. Dès qu'il y a votre plan d'action qui est aussi eh bien, avancé, eh bien, voilà, ça va re-questionner aussi votre évaluation de risque, hein, puisque ben, voilà, vous avez une évaluation de risque assez forte, un risque résiduel assez fort, pas sur un point particulier, parce que eh bien, il n'y a pas encore eu le temps de mettre une action, de déployer une action sur ce point-là. Quand l'action est déployée, voilà, ça remet à jour, donc il y a forcément un recalcul du risque résiduel. Voilà, moi je pourrais vous répondre dans ce sens. Encore une fois, c'est pas tant dans la forme, c'est dans ce que vous dans la façon dont vous mettez à jour, donc au quotidien, de façon continue et que voilà, aussi bien dans les événements que dans l'application de dans le déroulé de votre plan d'action avec la réévaluation ensuite de vos risques résiduels. Merci, c'est très clair. Merci. Et ce qu'on a retrouvé, alors c'est ni madame ni monsieur, c'est la commune de Trégnac, je crois, qui avait levé la main. Non. Madame Maïro, vous n'avez pas baissé la main ou vous avez une nouvelle question ou remarque? J'ai oublié de baisser la main. D'accord, très bien. Je ne vois pas, mais je parle sous le contrôle de... Ah, monsieur Bernard. Oui, bonjour, monsieur Arnaud Bernard, je suis chef de projet donc, pour la mise en œuvre des PGSSE au syndicat O17 en Charente-Maritime. Donc, nous, on a une grande partie du département sur laquelle mettre en place les PGSSE. Je voulais revenir sur l'information tout à l'heure sur la distinction captage dégradé ou pas dégradé sur la zone de captage. Est-ce qu'on peut repréciser un peu, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas forcément compris quel était le surplus amené par cette catégorie de captage dégradé. Parce que dans la réglementation, si l'aire d'alimentation de captage est déjà définie, on est de toute façon obligé de faire l'étude PGSSE sur l'aire d'alimentation. Donc, qu'est-ce que ça apporte réellement en plus? Une question pour l'Adréal. Oui. Donc, en fait, au-delà de la AC, en fait, il y a une obligation d'avoir un PGSSE ressources et donc une obligation de mettre en œuvre des actions pour reconquérir la qualité des eaux brutes. Voilà, c'est l'équivalent des captages ressources dans les captages prioritaires pour l'instant. Je ne sais pas Oui, si... mais dans la réglementation, le PGSSE ressources, il est obligatoire même si le captage n'est pas dégradé. Ben non, en fait, le PGSSE, c'est basé sur l'ARS pourra compléter, mais c'est basé vraiment sur une analyse de risque et il n'y a pas d'obligation de PGSSE ressources pour l'ensemble des captages. Pour les captages dégradés, il y a une obligation de PGSSE ressources et c'est pour les captages, quand la compétence eau a été prise par la collectivité, que le PGSSE ressources est obligatoire pour les captages non dégradés. Mais du coup, la différence, c'est que quand on a un captage non dégradé, on n'a pas une obligation de prendre la compétence eau, alors que quand on a un captage dégradé, on a l'obligation de prendre en compte cette compétence eau et donc l'obligation de mettre en place un PGSSE ressources. C'est ça la différence. D'accord, merci. Parce que dans l'arrêté du 3 janvier 2023, ça ne retranscrit pas, en tout cas, ce n'est pas très clair dans ce sens-là. Vous avez quand même un PGSSE à mettre en place de
du captage jusqu'au robinet du consommateur, hein. Dans le ressource, c'est peut-être le terme ressource qui fait que, voilà, il faut quand même prendre en considération le captage, ce qui se passe autour du captage. Et après, ressource, c'est plus dans ce que Florence expliquait. Voilà, c'est dans la comment dire, avec tout ce qui concerne les pollutions diffuses, en fait, hein, voilà, c'est peut-être à ce niveau-là où il y a la différence, mais effectivement, on a besoin, enfin, il est demandé de faire un PGSSE sur l'ensemble de la chaîne. D'accord. Et je Merci. me permets d'intervenir par rapport à cette question, c'est que sur les non dégradés, en fait, normalement, vous avez des DUP et déjà des dangers identifiés via ces DUP, et c'est un peu de revoir un peu ce qui avait été identifié sur ces captages non dégradés, en fait. Voilà. Donc la ressource prend en compte aussi ça. Je crois que Monsieur Béguier voulait intervenir. Julien Béguier. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien. J'avais une question sur une des premières diapositives. Il y a une ligne qui parle de contribution. Et ma question, c'était quelle sera la forme de cette contribution? Est-ce qu'on parle de contribution financière? Est-ce que Alors, c'était à quel. Est-ce que vous pouvez préciser à quel moment vous évoquiez? Et c'est sur les premières diapositives, là, en bas de page, il y a marqué contribution. Et comme c'est quelque chose enfin, voilà, qui me semble nouveau, c'était voilà, contribution à la gestion et la préservation de la ressource en eau. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça correspond à la prise de compétences. C'est une prise de compétences obligatoire. D'accord. Voilà. D'accord, c'est uniquement le fait que dans les statuts, la compétence préservation de la ressource soit intégrée. C'est ça, exactement. D'accord. Très bien, merci. Je ne vois pas d'autres mains levées. Alors, quelques éléments issus de la conversation. Je voyais donc, est-ce qu'il y a un annuaire des contacts ARS, DREAL, DDT, etc., par localisation, afin d'identifier rapidement les interlocuteurs? Je vous laisse répondre, Madame Gerbeau, mais si ça n'existe pas, on pourra le prévoir dans la boîte à outils. Alors, au niveau de chaque département, alors si je réponds pour l'ARS, au niveau de chaque département, vous avez donc une unité départementale, hein, avec comment dire, vos contacts habituels sur l'eau, hein, donc si vous ne les avez pas, on n'a pas l'annuaire là, disposition, mais bon, effectivement, on pourra en constituer un. Mais voilà, sachez que sur chaque département, il y a le référent PGSSE au niveau de l'ARS. Voilà, après au niveau des DDT, je ne sais pas, Florence, si tu peux répondre à la question. Du coup, on a déjà échangé avec KPMG du coup sur ce sujet. Donc les DDT étaient invités. J'ai vu qu'il y avait plusieurs correspondants captage qui étaient connectés au webinaire de ce matin. Et après, du coup, voilà, l'idée c'est de voir au DDT en fonction de l'organisation dans chaque département pour communiquer à KPMG le nom des correspondants. Et après, ça sera à voir s'il y a un souhait ou pas au niveau de la DDT d'une communication publique des correspondants. Mais en tout cas, a priori, KPMG et l'ARS devraient avoir la liste des correspondants
captage en DDT pour pouvoir revenir vers les services de l'État en département si besoin. Voilà. On y travaille, pour l'instant, c'est pas encore fait. Et je me permets simplement d'intervenir un peu en complément de ce qui vient d'être dit, justement sur ce travail autour d'un potentiel répertoire qui permet de recenser l'écosystème des acteurs qui gravitent sur ces différentes questions. Ça, c'est totalement des chantiers qui pourront être travaillés dans le cadre des réunions territoriales, donc dans chaque département auquel vous serez conviés. Donc, identifier votre besoin, donc typiquement celui d'un annuaire, et de pouvoir le travailler pour que vous ayez avec vous justement les différents outils qui vous sont utiles pour mener la démarche. Une précision à apporter, oui, à propos des personnes pouvant participer aux différentes propositions de formation, sensibilisation qu'on a évoquées. Donc oui, c'est réservé aux PRPDE, qui sont d'ailleurs pas forcément des collectivités, puisqu'il y a des syndicats, des EPCI, mais c'est réservé aux PRPDE. Autre point, alors là je pense que peut-être Madame Gerbeau, il y a une orientation à donner ou un contact à donner, c'est à propos des aménagements à faire et de la capacité de commune à endiguer le coût. Je reprends la question. C'est une petite commune de Haute-Corrèze vers qui se tourner en quelque sorte pour parler du coût général d'aménagement. Effectivement, nous, au niveau de l'ARS, on n'a pas de financement possible, hein. Donc voilà, donc je pense que je vais réorienter la question auprès des agences de l'eau, qui ont déjà présenté quelques éléments sur le financement lié au PGSSE. Donc, je ne sais pas s'il y a une agence. Agence de l'eau. Oui, alors. C'est la Haute-Corrèze. Oui, sur le financement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que ça sera important que vous vous rapprochiez chaque collectivité du responsable du département pour pouvoir en discuter. Mais effectivement, au niveau à Loire-Garonne et Loire-Bretagne, il y a un accompagnement qui est possible, quoi. Ouais, je sais pas si on m'entend. Oui, on vous entend. Ouais, bonjour tout le monde. C'est moi qui avais mis le message, j'étais pas sûr que le micro fonctionnait. Concernant c'est une commune qui est sur le plateau de Chavanac, le plateau de Millevaches, pardon, Chavanac. Et en fait, j'ai l'impression que là, on traite une vraie problématique, hein, je remets pas ça en question. Mais que si on ne solutionne pas en amont un déficit structurel d'ensemble vieillissant de structures pour des communes qui n'ont financièrement pas les moyens de les remettre au goût du jour. En fait, du coup, nous, si vous voulez, on n'arrive quasiment même pas à l'étape du PGSSE, quoi. On a c'est comme si on occultait le problème structurel pour le problème sanitaire. Je sais pas si je suis clair dans ce que je dis. Oui, c'est clair, monsieur. Et justement, le PGSSE est aussi un outil qui vous permet d'appréhender cette problématique structurelle. Si effectivement, par rapport à votre structure, votre structure ne permet pas ben voilà, déjà là, vous répondez déjà à une partie du PGSSE, et donc derrière, voilà, pourrait évaluer donc le plan d'action à mettre en place pour pouvoir déjà pallier à cette problématique structurelle qui derrière va permettre forcément d'améliorer la qualité sanitaire. Ouais. Donc ça, le PGSSE est un outil qui répond tout à fait à cela aussi. Parce qu'effectivement, si votre structure est en difficulté, voilà, ça a forcément un impact sur la qualité de l'eau produite et distribuée. Ouais. Mais alors, du coup, parce que bon, là, de source sûre, on n'est pas un cas isolé. Et donc, je me demande
est-ce que c'est pas des choses qui sont à prendre en compte réellement dans le souci qu'on a pour l'eau potable de l'ensemble des concitoyennes et concitoyens, de pouvoir, y compris sur la ruralité plutôt profonde, parce que je pense pas qu'on ait ce genre de problématique dans les grandes métropoles, euh, de creuser ce sujet et d'avoir quelque chose à l'échelle, si ce n'est nationale, au moins départementale ou régionale, qui permettent un accompagnement pour un bon nombre de petites villes ou petits villages qui sont dans notre cas de figure. Voilà, je soulève quelque chose en même temps, c'est pas vraiment le sujet du jour, mais je trouve que c'est étroitement lié et que voilà, c'est pas pris en considération en fait dans le combat pour l'eau aujourd'hui. Hmm. Bon, voilà, je me demandais si au sein de la de, de, de la mairie, on n'avait pas raté quelque chose au niveau des contacts, s'il n'y avait pas des choses qui étaient en place, autres que ce que nous, on avait fait comme démarche, mais a priori, pas plus que ça. Sauf si vous me dites le contraire. Je pense que, encore une fois, en tout cas, enfin, si on reste sur le sujet d'aujourd'hui, je pense que vous pourrez peut-être aussi avoir des réponses lors des réunions structurantes de réseau qui pourront vous permettre d'être en contact avec d'autres personnes enfin, voilà, de votre territoire et pouvoir peut-être réfléchir ensemble à des solutions structurelles. Bah, en l'occurrence, ça a été le cas à travers le syndicat de la Diège. Je veux dire, il y avait des gens qui étaient présents, donc le vice-président de la haute communauté de Corrèze, haute Corrèze communauté, pardon. Il y avait un représentant de l'agence de l'eau, du conseil départemental, de l'ARS, de la DDT. Voilà, et on est ressorti avec ce genre de chiffrage que j'ai évoqué, donc le ratio par habitant, vous imaginez un petit peu. C'est quelque chose du coup auquel nous, enfin a priori, on ne rejoindra pas ce qui a été proposé par le syndicat d'une manière globale, parce que économiquement parlant, c'est inenvisageable. Hmm. Bon. Non, je sais pas. Je sais, je sais pas si c'est là le temps et l'espace pour évoquer, aborder et apporter ou trouver une réponse à la problématique Non, 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 que vous soulevez. Faut la noter. Comme il reste que quelques minutes, bien sûr. il y avait la commune de Saint-Sulpice qui voulait intervenir. Non? Et Monsieur Roger, Étienne Roger. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Ouais. le maire de la commune de Chaumeil, également Haute-Corrèze. Et je rejoins un peu les propos de mon collègue de Chavanac, parce qu'en fait, le problème qui est posé, c'est celui des petites communes enfin, c'était ce que j'ai un peu écrit dans le chat, là, de haut de bassin, de tête de bassin. On cumule tous les handicaps, puisqu'on a une faible population, un espace qui est très fractionné avec des vallées, des bassins versants différents. Souvent, enfin en tout cas c'est le cas de notre commune, on est au bout du territoire d'une communauté de communes qui ne regarde pas du tout vers nous. Par exemple, nous on est en rive droite de la Corrèze, alors que l'essentiel de la communauté de communes, elle est sur le bassin de la Dordogne. Donc on ne voit pas du tout comment, parce qu'on voit bien que tout le système est fait pour nous engager à mutualiser, à transférer la compétence, mais quelle plus-value, sauf à construire des énormes tuyaux avec des monstrueuses pompes pour arriver à remonter l'eau à nos altitudes. Donc en fait, il n'y a pas vraiment de plus-value de la mutualisation. Et effectivement, on souhaiterait plutôt qu'on nous aide à pallier ce handicap naturel, enfin qui devrait peut-être relever un peu de la solidarité nationale, plutôt que nous dire, bon, bah, finalement, bah, débrouillez-vous et puis fusionnez avec les autres, alors que techniquement, il n'y a aucune plus-value à mutualiser dans ce cas de figure particulier. Voilà. Et donc, on a l'impression que c'est un peu la double peine. Déjà, on n'a pas de ressources, et en plus, on nous prive enfin, des financements de l'agence de l'eau. Et ça, c'est un peu un angle mort. Les deux exemples qui ont été présentés, ils sont dans des
bon, l'agglomération de Bayonne et puis l'autre qui était encore dans des strates de population qui se comptent en milliers, alors que nous, nos territoires se comptent en dizaines, comme Chavanac, ou à peine plus, comme c'est le cas à Chaumeil chez nous. Voilà. Donc, voilà. Moi, je reste vraiment sur ma faim suite à cette visio. J'ai l'impression qu'on est toujours autant un peu un angle mort de la politique de l'eau. Je reviens. Oui, pardon. Du coup, moi, je veux bien intervenir à ce moment-là pour compléter en fait le retour d'expérience que j'ai présenté tout à l'heure, parce que dans le 64, il y a aussi des expériences menées à l'échelle de petites communes qui sont aussi en tête de bassin puisqu'elles sont dans les Pyrénées. Et avec aussi une topographie qui fait que on est sur des secteurs isolés. On a des communes qui ont quelques 2000 habitants avec 13 unités de distribution. Donc on a des contextes qui sont assez compliqués, avec des enjeux sanitaires aussi, parce qu'on est sur des problématiques de contamination bactériaux qu'il faut gérer. Et donc les communes les communes se sont engagées dans des PGSSE, on en a un certain nombre. Ça commence à 120 habitants, je crois, et où on a pu mesurer une nette amélioration. Et c'est là ça met en évidence que le PGSSE, c'est vraiment un outil qui est nécessaire pour déjà dresser le diagnostic du système et de l'organisation. Et après, ça met en évidence un certain nombre de choses et de difficultés. Et après, on peut trouver des solutions. On les trouve, alors je l'évoquais tout à l'heure avec le petit syndicat, en termes de moyens qui a externalisé. Donc, on a effectivement sur certains territoires des améliorations qui ont été portées et des renforcements, parce qu'il y a de la mutualisation qui peut se faire même si on ne transfère pas la compétence. On sait mutualiser du secrétariat, pourquoi pas mutualiser du technicien, et puis il y a de la prestation de service aussi. Donc il y a des solutions, et ça c'est le PGSSE qui le met en place. Et initialement, je reviens sur la genèse du PGSSE très succinctement, c'est pas une démarche qui a été construite pour les gros systèmes. Initialement, ce n'était pas ça le PGSSE, on était plutôt sur des petits systèmes en ruralité. C'est ça l'initiative. Et ça a tout à fait son intérêt, et c'est tout à fait pertinent pour les petites structures, en l'occurrence. Alors, on arrive à la fin de notre échange. Merci, M. Bonilla. Une toute dernière question, question qui est dans la boîte de conversation, mais qui porte sur le périmètre des PGSSE, donc c'est important. Je pense, Madame Gerbaud, vous pourrez répondre. Je vous la lis. Vous avez dit au début que les UDI alimentant moins de 50 habitants sont exemptés de PGSSE. À Saint-Sulpice-les-Bois, nous avons 4 UDI qui alimentent chacune moins de 50 habitants. Doit-on faire un PGSSE à l'échelle de la commune? Je réfléchis. Alors, Dorothée, je peux te donner mon avis aussi. Vas-y, je compléterai. Oui, je réfléchis. Donc, en fait, si on prend la philosophie du PGSSE, c'est bien une vision systémique, du captage jusqu'au robinet du consommateur. Donc, si vous avez donc 4 systèmes indépendants, si je comprends bien, 4 systèmes indépendants, en fait, pour moi, en fait, il n'y a pas de PGSSE sur le système. Après, pour vous, au niveau de la commune, vous gérez tout ça si vous avez, une vision suffisamment claire et que tous les systèmes sont tout à fait, fonctionnels. Si je me réfère à la philosophie du PGSSE, je dirais que si votre système alimente moins de 50, il n'y en a pas besoin. Tu peux compléter, Patrick, si tu le souhaites. Oui. Alors, je vais donner le point de vue des Pyrénées-Atlantiques, de la DD des Pyrénées-Atlantiques. Là, en fait, on est sur plutôt une approche service public. Donc, on a plusieurs unités de distribution indépendantes les unes des autres, mais qui constituent le même et unique service public de la commune. Donc, de mon point de vue, du point de vue de la DD 64, on est bien sur en fait un cumul des populations. Donc, si on dépasse 500 habitants ou 50 habitants, je ne sais plus, peu importe, si on dépasse le nombre de 50 habitants, de fait, on aura un PGSSE puisqu'on va s'intéresser au service public globalement. Après, il y a une autre condition,
C'est qu'il faut que l'eau soit de bonne qualité, il faut démontrer qu'elle est de bonne qualité, et on ne peut pas se contenter des 2 ou 3 malheureuses analyses de l'ARS qui sont faites dans le cadre du contrôle sanitaire pour attester de la qualité de l'eau. Ça veut dire qu'il faut pouvoir démontrer qu'il y a un suivi rigoureux qui est fait des installations, de l'autosurveillance. Donc il faut quand même, il faut pouvoir justifier qu'on répond aux conditions qui permettent d'avoir l'exemption du PGSSE. L'exemption, celle-ci, c'est pas les conditions, c'est sur il y a des conditions sur les 500, sur les 500. Oui, alors je fais peut-être confusion effectivement avec les 100 mètres cubes jour et les 500 habitants, c'est ça. Oui, Donc oui, 50 oui, habitants, ça. ben en fait, alors 50 habitants, c'est pareil, c'est pas simple puisque il y a une notion de 50 habitants aussi pour le suivi du contrôle, pour le contrôle sanitaire, hein, où on peut exempter le contrôle sanitaire pour les installations délivrant moins de 50 habitants, sauf si c'est commercial ou si c'est service public. Donc en fait, ça va être là. Alors, dans tous les cas, il y a un intérêt à lancer l'étude. Elle sera d'autant plus succincte qu'il y a peu d'habitants. Oui, mais quand on est sur une approche globale, c'est pareil. Enfin, approche service public, on a des UDI dans le 64 qui font quelques habitants. Ils sont intégrés dans la démarche. Ils sont quand même intégrés dans la démarche, puisqu'on est sur des communes qui sont partitionnées en plusieurs réseaux. Donc il faut le faire. Enfin, je vous invite à le faire. Oui, je pense que pour une vision globale, voilà, et pour vous aussi vous questionner hein, sur le fonctionnement de vos systèmes indépendants, voilà, forcément on voit hein, que le PGSSE c'est quand même quelque chose de très vertueux. Donc voilà, après, je pense que aussi tout ça, vous pourrez être accompagné par votre ARS de territoire, les stricto sensus. Voilà, il y a les deux, il y a les deux, comment dire, il y a le bénéfice global et si on se limite à ce qu'on lit dans les textes. Mais bon, il faut toujours faire une lecture croisée. Il est 13h04, donc je vous propose d'arrêter de mettre fin à notre rencontre. D'abord, merci beaucoup de votre présence et de votre participation. On vous envoie donc le programme détaillé des modalités et des temps d'accompagnement, d'information, de conseils, etc. Vous allez recevoir très vite un mail pour pouvoir vous inscrire. Et encore une fois, dans une perspective qui est vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire largement. Il n'y a pas de problème, pas de limite de place. Voilà. Madame Gerbaud, un mot de conclusion? Oui, bah écoutez, juste pour conclure, moi aussi, hein, je tenais vraiment à remercier l'ensemble des intervenants à ce webinaire, hein, les partenaires institutionnels qui sont mobilisés et puis particulièrement le personnel de l'ARS présent sur chaque territoire. Ils sont vraiment tous très engagés pour ces PGSSE. Merci donc à vous, les représentants de KPMG, pour l'organisation de ce webinaire et pour le travail que vous avez déjà effectué et celui qui va être à venir. Et puis à vous, hein, mesdames, messieurs, les pairs PDE qui avaient été vraiment nombreux aujourd'hui à participer, et puis aussi pour votre implication dans cette démarche vertueuse hein, qu'est le PGSSE. On travaille à vous proposer vraiment un accompagnement qui puisse satisfaire la totalité de vos besoins. Et n'hésitez pas effectivement à faire remonter vos besoins pour qu'on puisse ajuster notre stratégie régionale pour qu'elle colle vraiment au maximum à vos attentes. Et puis, voilà, je vous souhaite une belle journée à tous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.